Bonjour à tous. Alors, on l'a vu dans les précédentes activités, un écosystème n'est pas fixe dans le temps, puisqu'il y a sans cesse des interactions au sein de la biocénose ou entre la biocénose et le biotope qui entraînent des modifications. C'est pour ça qu'on dit qu'un écosystème est en équilibre dynamique. Donc c'est notamment le cas, rappelez-vous, avec les arbres qui, en poussant donc les racines dans le sol, va changer la nature du sol. Ou par exemple, dans le cas des forêts, lorsqu'il y a une forêt, il y a donc moins de lumière euh, au niveau du sol, et donc ça va changer la caractéristique ensoleillement qu'il y a sans la présence de ces arbres. Donc voilà, au cours du temps, il y a des petites modifications, mais parfois il y a de grosses perturbations. Ça peut être notamment le cas avec un incendie, une maladie, une éruption volcanique par exemple, qui vont complètement détruire un écosystème. Et en fait, on va voir dans cette activité que grâce à la biocénose qui était présente au départ, l'écosystème va avoir une capacité de résilience, c'est-à-dire il va s'auto-réparer et retourner à son état initial. Alors, pour cette activité, je vous avais demandé de lire les documents pages 258-259. Et après, donc, je vous demandais de vous faire un exercice dans lequel vous appliqueriez donc les choses vues durant donc ces 2 pages d'information. Alors, il y a 3 notions qu'il faut comprendre. Alors, la succession écologique, on va détailler ce que c'est. Donc, les perturbations, ça, vous voyez déjà, vous arrivez à vous représenter sans problème. Et donc, le fameux principe de résilience. Alors, la succession écologique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on vous le dit ici, c'est un processus naturel de développement d'un écosystème et ça se fait grâce à une succession de strates. Donc, par exemple, c'est le cas ici. Lorsqu'au départ, donc, il y a un sol nu, il va y avoir une première végétation qui va arriver. Cette végétation, on l'appelle pionnière. Ce sont les mousses, les lichens, voilà, des types végétaux qui ont peu de besoins. Et donc, leur présence va changer le biotope et va permettre l'installation d'un autre type de végétation. Et toujours pareil, cette végétation va modifier le biotope et ainsi de suite, va permettre l'installation de nouvelles plantes, etc. Et donc, ce qu'on voit, c'est que donc ça se fait dans le temps. Et voilà, on passe également donc d'une végétation très rase à une végétation basse, puis des petits arbustes et enfin des arbres de très grande taille. Lorsque l'on arrive au dernier stade, c'est ce qu'on appelle le climax. Donc voilà. Et voilà, la majorité du temps, il y a une succession voilà, de végétales jusqu'à atteindre ce climax. On est bien d'accord que si au cours de ce processus, il y a une perturbation, eh bien, à chaque fois, on repart au départ. Et donc, comment se fait donc cette succession? C'est ce qu'on avait déjà un petit peu vu dans la toute première activité, je crois, où on voyait la compétition entre les hêtres et les chênes. Donc rappelez-vous, les jeunes hêtres ont besoin de moins de lumière pour pousser que les jeunes chênes, ce qui fait que dans une forêt de chênes, s'il y a des jeunes hêtres, ils vont donc pousser plus vite que les jeunes chênes, et au final, du coup, la hêtrée va pouvoir remplacer la chênée. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans les activités précédentes. Donc ensuite, donc les perturbations, voilà, donc comme je vous le disais, ça peut être de différentes natures. Alors souvent, on pense perturbations dues à l'homme, mais il y a également des perturbations de nature, voilà, hors, pas d'origine anthropique, voilà, où l'homme n'a aucune action. Donc ça peut être le cas, voilà, par exemple, d'une attaque d'insectes. Là, on voit tous les arbres qui ont été donc attaqués par les insectes. Donc ça peut être un feu de forêt, une canicule, une maladie, enfin voilà, ça peut être vraiment plein de choses. Et donc, le dernier mot de vocabulaire, c'est donc la fameuse résilience. Alors, comment illustrer ça? Alors, vous aviez des documents sur une forêt, et cette forêt avait connu des tempêtes, notamment en 1967 et en 1990. Et donc, on vous indiquait pour chacune de ces tempêtes le nombre d'arbres qui avaient été déracinés ou cassés par le vent.
Sur un graphique, on voyait donc les zones sans arbres. Donc on voit que au moment donc des tempêtes de 1967 et de 1990, ça paraît logique, s'il y a des arbres qui sont détruits, ces zones sans arbres vont beaucoup augmenter. Elles vont à peu près voilà, doubler. Mais après donc cette tempête, on voit que eh bien, la zone sans arbre pardon, va avoir tendance à diminuer, ce qui veut dire que tout simplement la zone va naturellement se reboiser. Et donc c'est ça voilà, qu'on appelle la résilience, le fait que la forêt donc, qui a été détruite va, en quelques années, se reformer. Alors cette capacité de résilience va dépendre notamment de la richesse de la biodiversité au moment de la perturbation, puisque plus l'écosystème sera riche en biodiversité, et plus il aura une grande capacité de résilience. Donc voilà pour le petit point vocabulaire. Nous allons maintenant pouvoir faire l'exercice. Vous avez toutes les clés en main pour pouvoir le faire. Alors, dans cet exercice, on vous parle des forêts méditerranéennes, puisqu'en effet, en Méditerranée, en région méditerranéenne, le climat étant très sec, il y a souvent des incendies, qui soient donc d'origine naturelle ou malheureusement d'origine humaine, que ce soit volontaire ou non, voilà, d'ailleurs. Alors, première chose à noter, c'est que du coup, la végétation qui est présente dans ces régions-là sont des plantes en fait qui sont adaptées à une génération après un feu. Tout simplement parce que ce sont des plantes qui soit se multiplient par, alors attends, je le cherche, voilà, par rejet, c'est-à-dire en fait on va dire c'est ce qui reste dans la terre qui va refaire des nouvelles branches, soit, donc c'est ce qu'on vous dit ici, il possède des cônes sérotineux. Alors les cônes sérotineux, c'est ce que vous aviez là. C'est des cônes en fait qui sont fermés par une résine et bien sûr cette résine fond à haute température. Et il se trouve que lorsqu'il y a un feu, vous êtes d'accord, la température ambiante est particulièrement élevée. Ce qui veut dire que en fait le feu va permettre l'ouverture de ces cônes et la libération des graines. Donc on voit que ce sont voilà, des plantes caractéristiques qui vont facilement repeupler un milieu après un incendie. Alors, on vous le disait donc un peu plus, voilà, un peu plus haut, la succession donc des différents stades. Donc d'abord, ça sera les strates basses, avec notamment le cyste cotonneux, puis il y aura les petits arbustes qui vont arriver, comme le chêne kermès, et enfin, il y aura arrivé du pin d'Alep et du chêne vert. Donc on voit que le chêne vert a une croissance très lente, il fera donc partie des derniers arbres à se développer. Alors, la chose intéressante, donc là, c'est la succession végétale, donc c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais on peut se rendre compte qu'il y a également une succession animale. En effet, on voit donc que juste après l'incendie, on trouve donc des alouettes lulu. Donc on voit qu'elles sont très abondantes dans les années qui suivent l'incendie. Par contre, elles vont rapidement disparaître. Au bout de 4 ans, on ne les verra plus. Et en effet, on voit que cet oiseau habite donc fait le sol au nid et dans des landes. Donc des landes, c'est des endroits où la végétation est basse. Donc, dans les premiers stades de la revégétalisation, on va dire, vu que ce sont des plantes basses qui se mettent en place, le milieu est parfaitement adapté à l'alouette lulu. Puis vont arriver les arbustes. Et le problème, c'est que du coup, vu qu'elles nichent au sol, les arbustes vont permettre aux prédateurs donc, de se cacher et d'atteindre plus facilement le nid. Ce qui fait que l'alouette va petit à petit disparaître. Et ils vont être entre guillemets remplacés par la fauvette pitchou. Donc on voit ici que l'abondance, vous voyez, elle arrive, voilà, on va dire 2 ans après l'incendie. Donc là, pareil, très abondante au début, lorsque la strate arborée,
arbustive est là, donc quand il y a beaucoup d'arbustes, ce qui est logique puisqu'elle fait son nid dans les buissons, on est d'accord. Et puis on voit que petit à petit, avec les années qui passent, leur abondance va diminuer et au bout de 25 ans, elles vont complètement disparaître. Alors pourquoi elles vont disparaître? Eh bien parce qu'entre-temps, s'est mis en place cette fois la strate arbustive avec les arbres. Et donc là, que va-t-il se passer? Eh bien on voit que c'est le roitelet qui va arriver et donc dominer la colonisation du milieu. Donc en effet, lui, on voit qu'il arrive à peu près au bout de 10 ans et son abondance ne fera qu'augmenter au fur et à mesure que va se développer la strate arbustive. Donc on voit voilà que en fait il y a un lien entre le changement des espèces végétales présentes dans un milieu et le changement des populations animales. Il y a donc bien une succession animale qui accompagne une succession végétale. Donc voilà pour le bilan. Donc voilà, rien de nouveau. Je rappelle juste donc que les écosystèmes ont une dynamique spatio-temporelle et que ils peuvent être donc perturbés par des incendies, des maladies, et que grâce donc à la diversité de la biodiversité justement qui était présente et aux interactions que chaque population a l'une avec l'autre, les écosystèmes vont être capables donc de résilience. D'où voilà l'importance à retenir, c'est ça, c'est que donc un écosystème, c'est un équilibre dynamique susceptible d'être bousculé par des facteurs internes. Donc là, c'est tout ce qui est interaction au sein de la biocénose ou entre biocénose et biotope, et externe. Donc là, ça va être toutes les perturbations, que ce soit le maladie, le climat, un incendie ou l'action de l'homme.